premier mot, c'est l'échange. Le deuxième mot, c'est l'écoute. Et après, c'est la liberté. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne, et moi-même pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour rester informé et partager votre avis. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bienvenue Carole, merci pour ta présence sur le podcast. Donc je voulais juste introduire et présenter Carole Siesco qui est mon ancienne enseignante. On passe... on vieillit un petit peu là. Légèrement. Mais voilà, j'avais à cœur de l'avoir comme invitée depuis un moment et j'ai le cadeau de vous la présenter parce que c'est une personne qui a marqué, et elle le sait, qui a marqué mon parcours professionnel et aussi personnel parce que suite au BTS, je suis partie en Chine, un pays que elle connaît et ça a été un marqueur pour ma vie personnelle et professionnelle. C'est elle qui m'a ouvert aussi les yeux sur beaucoup de choses, sur la mode, sur ce sujet justement et ce vocabulaire, ce langage qu'est la mode, qu'est le vêtement, l'accessoire. Donc j'ai hâte d'entendre sa définition et j'ai hâte d'entendre ta définition de qu'est-ce que la mode. Mais je te laisse d'abord t'introduire un peu plus précisément peut-être. D'accord, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Carole Siesco. Effectivement, je suis enseignante en mode depuis maintenant une quinzaine plus d'années. J'ai un parcours somme toute classique, on va dire. J'ai fait 5 ans d'études spécialisées dans la mode, donc en stylisme et en modélisme. Et puis après, c'est vrai qu'au gré de mon parcours professionnel, j'ai eu les 1000 vies d'un chat finalement. J'ai pu rebondir sur plein d'expériences différentes et j'ai commencé en tant que styliste basique, j'ai envie de dire, métier noble, mais qui m'a amené de fil en aiguille effectivement à expérimenter plein de postes. Et notamment ma plus grande expérience aujourd'hui personnelle pour moi effectivement est l'enseignement que j'ai pu avoir la chance de distribuer sur plusieurs continents. Donc effectivement c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc j'ai eu par le monde de la mode, parce que c'est finalement il n'y a pas qu'un métier, il y a plein de métiers, donc on va parler du monde, le monde de la mode, rencontrer effectivement plusieurs continents, plusieurs pays, plusieurs cultures, dont 2 qui m'ont profondément marquée, qui sont effectivement la Tunisie et la Chine. La Tunisie parce que c'était ma première rencontre professionnelle. J'y ai passé 3 ans. Tous les mois, je partais 4 jours en Tunisie pour suivre les productions. Et effectivement, ça a été une première rencontre culturelle avec des femmes extrêmement impliquées dans leurs tâches et dans leur vie de femmes. Justement, j'ai eu de très très belles discussions avec les femmes de l'atelier en Tunisie, à Tunis. Et puis par la suite en Chine, où là je suis arrivée effectivement dans une espèce de basculement culturel à tout point de vue, que ce soit linguistique, que ce soit corporel, que ce soit physique, que ce soit dans les mentalités, enfin à tout point de vue, on a des codes tellement diamétralement opposés que c'est effectivement une rencontre qui marque dans la chair, quoi. Voilà. Ça c'est sûr. Et puis ton enseignement aussi, il a été ponctué, enfin il était
souvent en parallèle de cette vie professionnelle active aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pendant quasiment, de toute façon, c'est un rythme que j'ai toujours gardé. Effectivement, j'ai toujours eu activité professionnelle, donc plutôt en freelance depuis une quinzaine d'années, activité professionnelle et enseignement, pour justement garder un équilibre. Et finalement, au tout début de ma carrière, je me disais que le côté professionnel alimenterait mon enseignement pour pouvoir justement régénérer et actualiser mon enseignement. Et finalement, ça va dans les deux sens, parce que grâce à l'enseignement, on se doit aussi d'être au plus proche de la culture, de la nouveauté, de la sociologie. Donc finalement, c'est une espèce de nourriture simultanée du pro et de l'enseignement, qui ne va pas l'un sans l'autre finalement. Et c'est effectivement une complémentarité essentielle, à mon sens en tout cas, pour être un bon enseignant. Ouais, effectivement. Dans ce secteur, ouais. Et justement, j'en arrive à cette fameuse question qui peut-être va réunir en fait tout ce parcours, mais qu'est-ce que la mode pour toi ? Alors c'est un vaste c'est un vaste sujet qui est très finalement très très délicat à trouver la bonne réponse, la réponse juste. Finalement, j'ai envie juste de le reprendre à son essence même, qui est la mode est en fait faite pour s'habiller, faite pour se vêtir. Et par le biais, donc ça c'était vraiment au tout début, on parlait même pas de mode, on parlait du vêtement en tant que tel. Et après la notion de mode est arrivée effectivement plus tard, au cours de, on va dire, l'évolution de l'homme, mais de l'homme avec un grand H bien entendu. Et finalement la mode est arrivée, a pris vraiment tout son essor. Alors bien sûr, il y a toujours eu des phénomènes de mode, mais néanmoins, je pense que vraiment l'apologie de la mode, c'est, à mon avis, en tout cas une mode plus contemporaine, celle du début du 20e, fin 19e, début 20e, même si avant, effectivement, il y a eu beaucoup de bien des modes. Je la résume pas juste à cette période-là, mais en tout cas, la mode a pris vraiment une dimension identitaire, je dirais, ou en tout cas forger sa propre identité à partir de l'aube du XXe siècle. Avant, c'était plutôt pour appartenir à un groupe social, à mon sens, ou par coquetterie, mais en tout cas, depuis le XXe, à mes yeux, et ça c'est vraiment mon analyse à moi en tout cas, là il y a eu plus d'engagements, on va dire, spécifiques, et là la mode a pris une majuscule au niveau de son sens. Ouais, c'est la notion de l'individu, de la liberté, la liberté d'expression individuelle, par ce biais-là, par ce support-là, parce que c'est des matières, des couleurs, des textures, et comment, si je fais le lien avec ta fonction qui est enseignante, comment ça s'enseigne, ou bien peut-être pourquoi ça s'enseigne en fait d'abord, la mode ? Parce que justement c'est un grand sujet qui est très vaste, qui malheureusement pas malheureusement, qui effectivement de manière normale est perçu comme finalement quelque chose de presque banal, en tout cas d'évident, puisqu'effectivement c'est le but, c'est de s'habiller, de se vêtir, de vêtir son corps, mais du coup c'est dans la mentalité des gens, c'est effectivement ce n'est pas un métier, c'est effectivement tout le monde devrait savoir, il n'y a pas besoin de faire des études. D'ailleurs, ça c'est le fun fact. Je sais pas si mon médecin écoutera ce podcast, mais voilà, ça fait 3 ans qu'il me suit et depuis 3 ans, il ne cesse de me dire, Madame Ciesco, je n'en reviens pas que vous soyez enseignante de mode. Il ne comprend pas qu'on puisse enseigner la mode, alors que justement, si c'est là où c'est vraiment important, c'est qu'il y a effectivement la consommation. Donc ça, c'est ce que tout le monde fait dans son quotidien. On consomme la mode, mais il faut la penser, la mode. Et puis il n'y a pas une mode, il y a des modes, parce qu'il n'y a pas un style, il y a
une flopée de styles. Donc finalement, tout ça, il faut le comprendre et ça passe par de l'analyse. Et malgré tout, tout ce genre de choses, ça s'apprend. Il y a des érudits, bien entendu, comme dans tout domaine. Il y a des gens qui sont complètement autodidactes et qui ont déjà, eux, de leur côté, beaucoup étudié, et pour qui c'est inné. Donc ça, effectivement, c'est comme chez tout designer, hein, on a toujours des érudits. Mais pour la plupart des gens, il y a quand même un processus créatif qui s'apprend. Et il est évident que la place de l'enseignant en mode est hyper importante. Maintenant, après, c'est de la même manière, comme il n'y a pas qu'une mode, il y a des modes, il n'y a pas qu'un style d'enseignement en mode. Il y a une multitude de styles d'enseignement. Il va y avoir certains profils d'enseignants qui vont être plus techniques, d'autres qui vont être plus axés sur le textile, d'autres qui vont être plus axés sur le formel, hein, sur vraiment la forme, le volume. Moi, j'appartiens, je pense, si je dois me catégoriser, même si j'aime pas trop cette définition-là, moi, c'est plutôt déjà comprendre pourquoi et comment est-ce que l'on crée. Donc, ce serait plutôt en amont. Et si on analyse bien l'amont, effectivement, après, la forme, la matière, la couleur, tout vient de pair, finalement. C'est peut-être aussi comme j'ai une formation technique et créative. Du coup, pour moi, ça, c'est la finalité, en quelque sorte. Mais la partie en amont de réflexion et de savoir se positionner, savoir se connaître pour bien pouvoir créer, je pense que ça, c'est la clé. En tout cas, c'est moi, mon fondement en tant qu'enseignante de mode. Du coup, c'est pourquoi on crée en tant qu'individu, en tant que personne qui va être un futur métier de la mode. Et c'est aussi pourquoi on crée en pensant aussi à l'autre, du coup, parce que notre création, elle nous appartient plus. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça qui est assez particulier avec la mode. Alors que si on était dans les beaux-arts ou on fait une œuvre, elle reste notre signature, et après le regardeur, le spectateur, il est là, il saisit ou pas. Mais là, nous, notre création, elle est appliquée, elle est consommable. Et du coup, c'est compliqué. Et comment on apprend ça, en fait, justement, cette espèce de détachement. Mais justement, je pense que c'est en se connaissant soi-même, hein, vraiment. En fait, c'est justement pour se détacher de l'objet que l'on crée. C'est avant toute chose le message qu'on veut véhiculer, et c'est ça en fait, finalement l'objet final devient le support de notre idée, devient le support de notre pensée, de nos convictions, de nos valeurs que l'on souhaite faire passer, et finalement il n'y a aucune appartenance à l'objet, parce que finalement on y a mis toutes nos valeurs dedans. Donc il glisse, il se donne, il passe, et il devient consommable, et il se partage, parce que c'est le but, effectivement. Et du coup, pour moi, c'est ce qu'il faut en tout cas essayer d'intégrer, c'est que ce n'est pas comme un bébé qui nous appartient. On a souvent la tendance à dire sa première collection. Moi, la première collection qui est sortie de l'usine et qui a été distribuée pour la marque pour laquelle je travaillais au tout début de mon expérience pro, je me suis dit c'est comme mon bébé, c'est comme mon bébé. Et en fait non, parce que finalement il y a aucun lien, c'est juste l'intention qu'il y a derrière, finalement. Et au contraire, c'est comme un livre qu'on pourrait lire au public, où effectivement on a créé l'objet, on a posé les mots sur la feuille, mais finalement à la lecture on le sème de partout au vent, et aux personnes qui ont envie de l'entendre. Et pour moi, le vêtement, c'est la même chose. On crée, on met les mots d'abord, on le crée, on le transforme en objet, en réalité, en physique, on le matérialise, et après on le distille, parce que c'est ça le but, c'est de pouvoir véhiculer à un maximum de personnes ses valeurs et sa foi, en fait, sa foi en ce que l'on crée. Ouais, c'est ça, tu parlais justement, t'as dit message, t'as parlé d'intention, de quelque chose de totalement abstrait, mais à la fois c'est de nos pensées, nos valeurs, c'est tellement quelque chose ultra abstrait, et on parle de quelque chose de très consommable, qui est le vêtement. En fait, est-ce que justement les écoles de mode ou les parcours de mode, c'est pas justement cet apprentissage à construire notre message, notre expression, notre vocabulaire, en quelque sorte, pour justement ensuite le transmettre, le traduire dans les codes
formelle, coloristique, effectivement. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est apprendre à construire sa pensée en y posant des mots, en la structurant pour pouvoir après la matérialiser de manière après à pouvoir la distribuer. C'est tout à fait ça. Et à l'école, c'est moi en tout cas dans les différentes écoles dans lesquelles j'ai pu travailler, et pourtant j'ai travaillé, c'est là où c'est le plus intéressant, c'est là où je pense où c'est moi, en tout cas, mon expérience la plus riche, c'est quand j'ai dû enseigner en Chine, justement, pendant plusieurs années, où on va pas se leurrer, la Chine n'est pas forcément des plus ouvertes en termes justement d'échanges et d'échanges de valeurs et de pensée surtout. Hein, c'est quand même quelque chose qui reste assez complexe et assez tabou, qui est encore vraiment très dirigé, très orienté. Et bien finalement, on m'en avait fait tout un topo avant que j'arrive là-bas, mais même des gens de Shanghai m'avaient dit, il faudra que tu contrôles quand même ton vocabulaire, il faudra que tu réussisses justement à mettre des formes pour ne pas choquer, pour ne pas heurter la sensibilité. Il y a des croyances, mais quand j'entends croyances, ce n'est pas forcément des croyances, des convictions religieuses. Hein. Ce sont des croyances politiques, ce sont des croyances culturelles qui font que voilà, il faut mettre malgré tout beaucoup d'enveloppes, beaucoup de coton dans tes propos, de manière à ne pas heurter. Donc au début, j'y suis allée même un peu stressée, parce que me connaissant, c'est plutôt ma marque de fabrique, à être plutôt dans le cash direct et n'en déplaise. Au contraire, quelque part, c'est ce qui va nous mener à un véritable échange et c'est ce qui va nous faire poser les vraies questions, parce que sans le dialogue, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas évoluer, mais l'un comme l'autre. Quand on parle d'un dialogue, on est deux, c'est-à-dire que la question que je vais poser, la réponse qu'on va me donner va me nourrir moi aussi et me faire penser, ouvrir ma pensée. Et c'est ce qui est formidable justement dans l'échange des points de vue. Et je me suis dit, mais comment je vais faire là-bas ? Ça va être impossible, c'est très compliqué. Et puis finalement, je me suis cadenassée pendant 6 mois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, peu importe. Tant pis, arrivera ce qui arrivera, je me ferai taper sur les doigts s'il le faut. L'administration, politico viendra me toquer à ma porte et me remontera les bretelles. Et puis finalement, j'ai commencé à avoir une ouverture de plus en plus large dans les dialogues, justement au contraire. Et qu'est-ce que tu en penses et comment tu vois les choses ? Et c'est quelque chose qui a été extraordinaire pendant les années qui ont suivi. Et c'est ce qui fait que je suis allée aussi loin avec mes élèves que j'avais là-bas, avec qui je suis toujours en contact pour certains. Et c'est vrai que voilà, ça a été des nourritures intellectuelles, culturelles immenses. Et finalement, c'est là-bas où je me suis rendu compte qu'il ne doit pas, et il n'y a pas de tabou en fait. Tout peut être partagé, tout peut être discuté, du moment où ça fait grandir et évoluer. Donc c'est dans l'échange en fait. C'est exactement dans l'échange, et du coup ça nourrit une réflexion, ça nourrit la créativité, ça nourrit tout ce qu'on va mettre après de manière directe ou indirecte dans nos créations. Tout ça sera nourri effectivement de tous ces échanges. Et du coup, tu accompagnes en fait vraiment la pensée, même si il n'y a pas de hiérarchie. On va dire écrasante d'un enseignant et d'un élève. Pas du tout. Et c'est vraiment un échange au même niveau. Mais juste pour accompagner la pensée, parce que en tant qu'adulte, il y a l'expérience, il y a la technicité qui fait que on est assis, on est plus stable, on va dire. Oui. Et il y a cette notion de pédagogie aussi. Je sais qu'on en a beaucoup parlé ensemble, parce que tu m'as embarqué aussi et avec joie j'ai pris aussi ce petit parcours côté enseignement, et on a parlé aussi de pédagogie. Tu disais ne pas heurter et tout ça, et j'aimerais bien aussi entendre ta vision justement sur cette notion de c'est pas que de l'enseignement, c'est une pédagogie, Oui, la pédagogie, c'est quelque chose qui est très complexe là aussi. C'est certainement la partie la plus touchy de notre métier, parce qu'effectivement, déjà tout le monde ne peut pas être bon pédagogue. Je pense que quelqu'un peut être un formidable professionnel dans nos métiers, un formidable designer. D'ailleurs,
je l'enferme pas forcément qu'à la mode, hein. Je parle du design, hein, vraiment dans toute sa globalité. On peut être quelqu'un d'extrêmement brillant, connu de la place internationale, et ne pas du tout être pédagogue. Donc ça, c'est vraiment... Et de la même manière, quelqu'un qui a pu être peut-être professionnellement bien, mais voilà, qui n'a jamais eu grand succès ou fort succès et qui a fait juste sa vie d'un point de vue professionnel tranquillement, peut-être un excellent pédagogue. La pédagogie, ça va être trouver l'angle, le point d'accroche justement, où on arrive à tout dire, sans braquer, justement pour montrer qu'il faut que chacun, et je parle de l'élève et de l'enseignant justement, réussisse à évoluer dans sa pensée pour faire justement grandir sa création. La pédagogie, c'est réussir à faire passer des messages sans qu'ils ne soient pris de manière frontale et violente, mais plutôt qui appellent à une réflexion derrière. La pédagogie, c'est aussi toujours dire quand les choses vont bien, mais quand les choses vont mal. Pour moi, en tout cas, c'est une espèce de sincérité, une espèce d'évidence qu'il faut avoir envers ses élèves, en y mettant les bons mots. Alors, c'est beaucoup de discours, c'est très vague, mais à mon sens, c'est, voilà, en tout cas, ne pas cacher, ne pas dissimuler et réussir par tous les angles, justement, d'approche, réussir à faire passer le message. C'est ça qui est la joie, mais la complexité, et en même temps, c'est un sacré défi, enthousiasmant aussi en tant qu'enseignant, puisque chaque élève est différent, chaque classe est différente. C'est vraiment riche. En tout cas, merci Carole. Je ne sais pas si tu avais pensé à d'autres choses quand je t'ai proposé ça et dont on n'a pas parlé, mais... on avait parlé en sous-jacent, juste, j'en profite pour une fois d'avoir un micro. Je voudrais, parce que c'est on vit un moment particulier avec ce qui s'est passé vendredi passé avec Samuel Paty. Donc effectivement, je voudrais m'allier, synchroniser avec tous les enseignants, quels qu'ils soient, de tout niveau, que ce soit de la petite école, que ce soit du supérieur comme nous aujourd'hui, des collèges, des lycées, qui ont effectivement eu un électrochoc, une espèce de tristesse immense face à ce qui s'est passé vendredi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça très rapidement si tu m'en laisses la possibilité. Ouais. Et effectivement, de dire qu'il faut lutter pour continuer à s'exprimer. Exprimer effectivement nos convictions, nos idées. Chacun a ses convictions, chacun a ses idées. Il faut avant tout parler, la discussion, le dialogue. Voilà, ne pas passer par des actes sur lesquels on ne peut plus revenir en arrière. À toute fin tragique, il y a un début d'histoire, mais dans lequel il n'y a eu aucune communication. Et je pense qu'aujourd'hui, la liberté d'expression, elle est primordiale. Chacun a le droit de s'exprimer. Après, on peut être d'accord, on peut être pas d'accord. Ça, là, n'est pas la question, mais en tout cas, il faut qu'il y ait la place à chacun pour s'exprimer. Et la mode, là aussi, joue un rôle important à mon sens. Depuis quelques années, les choses évoluent. Justement sur la question des genres, sur la question du corps, sur la question comme le body shaming, comme le slut shaming. Effectivement, c'est des choses qui sont hyper importantes. Depuis 5-6 ans, je dirais, d'un point de vue social, il y a des choses qui évoluent à ce niveau-là, dans la mode, dans la liberté d'expression au travers du vêtement, et pas juste par quelques niches. Ça devient ça devient vraiment populaire et c'est fédérateur. Donc c'est des choses, la mode est aussi un outil d'expression. Et quel qu'il soit, il faut se respecter en fait. Et à la notion de la liberté d'expression, je rajouterais ce mot à mon sens qui est primordial, qui est le respect. Et je voulais juste finir par rapport à ça et dire qu'il faut continuer ce combat, avoir encore une pensée, une énième pensée pour Charlie, pour Samuel Paty et toute sa famille, et en tout cas continuer à penser humain, penser humain, respect et plus se laisser happer par des choses qui sont
trop politique, trop politico-religieuse. Il faut continuer à s'exprimer et à s'écouter. Être dans la relation. Ouais, tout à fait. Ouais, merci beaucoup Carole. Et est-ce que tu aurais 3 mots pour résumer justement cet échange et ce qu'on a appris par cette discussion et dans cette interview? Du coup, l'échange, si je dois résumer, l'échange, justement, finalement, la conclusion, quand j'ai parlé de la liberté d'expression, c'était pour moi ça quelque part qui résume, peut-être en tout cas moi, mon approche de l'enseignement et qui va résumer cette interview, c'est effectivement la notion d'échange. Premier mot, c'est l'échange. Le deuxième mot, c'est l'écoute, savoir écouter. Moi, j'écoute mes élèves, mais les créateurs doivent écouter aussi les gens qui vont habiller. Donc, c'est effectivement l'écoute. Et après, c'est la liberté d'aimer ou pas, et la liberté de se l'approprier ou pas. Et ça, c'est apprendre à parler, en fait. Exactement. Pas seulement avec les mots, mais avec les matières, avec les couleurs. Avec le corps. Avec le corps. Ouais. Et merci encore. Et puis, les auditeurs, n'hésitez pas à échanger, à continuer la conversation sur Instagram. Qu'est-ce que la mode? Et puis, courage pour tous les enseignants. J'accompagne aussi, je rejoins Carole sur ce point et vous avez tout mon soutien. Continuons à accompagner, à être ces pédagogues justement, ces personnes qui accompagnent la pensée, parce que c'est la parole qui crée. Exactement. Merci beaucoup.